Jérôme Poré est un presque voisin. Il est professeur émérite à l'université de Rennes 1 et il a travaillé énormément dans tout ce qui concerne la phénoménologie. Il a publié Phénoménologie de l'aveu, par exemple, en 2018, ou plus récemment L'espérance mélancolique, un dialogue entre philosophie et psychiatrie. Il a travaillé en philosophie morale, notamment autour des questions du mal. Le mal, homme coupable, homme souffrant, a été publié dans la collection U en 2000. Sur la douleur, en 2017. Entre désir et devoir, 10 leçons de philosophie morale, en 2025. C'est pas encore paru. Si, c'est paru. Elle est parue, ah pardon. Et il travaille il travaille aussi, non seulement en philosophie morale, non seulement en phénoménologie, mais sur Ricoeur. Il a publié L'existence vive, 12 études sur Ricoeur, et ce livre, La fragilité humaine, qui est le résultat d'un colloque qu'il a organisé, les rencontres Jacques Ricoeur, en 2022, où il a rassemblé un certain nombre de textes venant des différents conférenciers qui se sont exprimés lors de ces journées Ricoeur à Rennes. Donc il va nous parler de ce livre dont il n'est pas entièrement l'auteur, mais dont il a réuni un certain nombre de textes autour du thème de la fragilité. Donc d'abord, quelle était l'occasion de l'ouvrage, Jérôme Poré? Pourquoi avoir publié? Comment ça s'est passé, cet ouvrage, la publication de cet ouvrage? Pardon, oui. Bonsoir et merci d'abord à Jean-Michel ainsi qu'à tous les responsables du Passage Sainte-Croix pour cette invitation qui me fait très plaisir et qui m'honore. Et puis, bien, merci de votre présence. Bah oui, Jean-Michel, on se tutoie comme dans la vie, ça sera peut-être plus facile. Plus naturel. Tu a dit que la première circonstance qui explique l'existence de ce livre, c'était les rencontres Paul Ricoeur qui sont organisées tous les 2 ans par l'Université de Rennes et les Champs Libres, et qui ne sont pas en fait un colloque sur l'œuvre de Paul Ricoeur, sur la philosophie de Paul Ricoeur, mais une réflexion pluridisciplinaire, il n'y a pas que des philosophes, sur un thème inspiré par l'œuvre du penseur et appliqué aux grands problèmes du monde contemporain. Et voilà, en 2022, c'était les premières rencontres Paul Ricoeur, le thème était la fragilité humaine. Alors cette notion, évidemment, forme un contraste troublant avec la violence du monde, ainsi qu'avec une société à la fois dure aux faibles et souriante comme une poupée Barbie. Et c'est là une deuxième circonstance qui explique la publication de cet ouvrage, mais une circonstance, vous l'aurez compris, qui est de tous les temps, puisque de tout temps, les hommes se sont sans doute dit que le monde dans lequel ils vivaient était plus violent que ceux qui les avaient précédés. Mais cela n'en est pas moins vrai de notre monde, où la violence tantôt se montre, tantôt se cache derrière la concurrence ou la performance, quand elle ne revêt pas ironiquement les masques de la bienveillance ou de la résilience. Or, elle sanctionne dans tous les cas le même oubli, pour ne pas dire le même déni, celui justement de la fragilité humaine. Je pense, en disant ça, au mot de Nietzsche, soyez dur. Bon, peut-être compris de bien des manières, mais il est certain que des hommes de plus en plus nombreux aujourd'hui appliquent le précepte à la lettre, au mépris de ce qui constitue leur humanité, car voilà, la fragilité, on y reviendra sans doute, appartient véritablement constitutive de notre humanité. Alors, la fragilité, je le disais avec le texte que tu donnais en introduction, a un sens négatif, et tu arrives à lui donner un sens positif aussi.
Oui, j'y arrive avec l'aide de Paul Ricoeur et des nombreux auteurs, donc pas facile. Moi, je parle en mon nom et puis au nom de 9 autres personnes qui seraient peut-être pas d'accord avec ce que je dis ou ce que je leur fais dire. Mais enfin, oui, fragilité d'abord, il ne faut pas l'oublier, trop vite, je dirais. Bon. Un sens négatif, quand il désigne eh bien, le fait d'être exposé, comme nous le sommes, à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Mais il a aussi un sens positif, et c'est ce que montre le lien. J'ai visité l'exposition Fragile tout à l'heure, et j'ai été frappé justement de la mise en évidence de ce lien. Il y en a d'autres entre fragilité et solidarité, entre fragilité et responsabilité, j'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure, mais d'abord le lien entre fragilité et capacité. Et alors on le voit chez Ricoeur, hein, qui articule pour le montrer, je peux peut-être juste dire ça sans entrer trop dans les détails et dans les complications, qui articule pour le montrer 3 termes: disproportion, conflit et médiation. La fragilité appartient en effet pour Ricoeur à la constitution de l'homme, mais voilà, elle ne sanctionne pas seulement un défaut, une limitation, une imperfection. Bon, elle n'est pas seulement, comme on dit en philosophie, une marque de notre finitude. À tous ces termes, Ricoeur préfère le vocabulaire pascalien de la disproportion, comprise comme un rapport entre fini et infini. Alors, corps et âme, besoin et désir, plaisir et bonheur, nature et liberté, de bien des façons, la tradition philosophique a exprimé cette disproportion. Au fond, elle fait apparaître l'homme comme un être à la fois plus petit et plus grand que lui-même. Alors, de là viennent, aux yeux de Ricoeur, les luttes intestines, je ne sais pas comment dire ça, qui nous opposent à nous-mêmes et qui font de nous des êtres de conflit. Voilà le deuxième terme, conflit. Les conflits intérieurs précédents, en ce sens, les conflits extérieurs, c'est-à-dire ceux que nous avons, ceux qui nous opposent à nos semblables. Mais s'il est un être de conflit, j'arrive au troisième terme, l'homme est autant un opérateur de médiation. Alors la communication en témoigne pour ses relations avec les autres hommes, et ça ne veut pas dire que grâce à elle tous les conflits cessent. D'ailleurs, ça serait aux yeux de Ricoeur une catastrophe. À la fin de sa vie, lors d'un entretien avec Laura Adler en 1995, elle lui disait: mais monsieur Ricoeur, il n'avait pas loin de 90 ans, qu'est-ce que vous attendez encore de la vie? Et il avait répondu: des conflits intéressants. Des conflits. Alors, Laura Adler était partie avec lui d'ailleurs d'un grand rire, mais voilà, donc il y a aussi une conflictualité productive, comme l'appelle Ricoeur, qui trouve maintes expressions dans la vie intellectuelle, dans la vie sociale et dans la vie des peuples démocratiques, où elle est même érigée en principe. Et elle révèle par là même en l'homme fragile, alors ce que Ricoeur appelle un homme capable. Et capable d'abord de dire, car le langage, c'est la médiation par excellence. Le dialogue en est la meilleure preuve, mais aussi le symbole et le récit qui inscrivent nos courtes vies dans le temps long d'une histoire partagée. Alors Ricoeur parle même, je termine là-dessus, d'une corrélation, ce sont ces termes originaires, entre fragilité et capacité. Or, si elle est originaire, alors elle est indépassable. Ainsi, voilà, c'est le point important, l'homme fragile ne laisse pas d'être un homme capable, d'où toutes les initiatives associatives et politiques dont témoigne l'exposition, elle est ajoutée dessus. Bon, mais il ne cesse pas, mais cet homme capable ne cesse pas d'être un homme fragile. Et c'est ce qu'il distingue, pour le dire simplement, de l'homme augmenté.
qu'exaltent les nouvelles utopies techniciennes, dont fait partie l'utopie transhumaniste examinée par Francis Wolff dans l'un des chapitres du livre. Il en a parlé ici il y a 15 jours, il était là pour en parler de cette façon-là. Oui, je sais bien. Alors, ce que tu viens de dire, c'est en fait ton introduction, où tu reprends la question de la fragilité à partir de Ricoeur. Mais le reste de l'ouvrage est constitué de 3 chapitres qui peuvent sembler au lecteur un peu hétéroclites. Quel est le lien entre les 3 parties de l'ouvrage? Alors, c'est un ouvrage composite et articulé en même temps. Composite parce que c'est un ouvrage à plusieurs voix, et articulé parce qu'il y a quand même une structure assez forte. Mais voilà, oui, l'ouvrage est divisé en 3 parties consacrées respectivement à la fragilité de la vie humaine, à la fragilité de l'humain en l'homme. C'est quoi? Alors, j'y viens tout de suite, ça n'est pas la même chose, et à la fragilité des institutions humaines. Les institutions symboliques, mais aussi les institutions politiques, et particulièrement les institutions démocratiques, les seules peut-être qui préservent l'humanité de l'homme. 3 parties donc, et 3 rencontres aussi entre philosophie et médecine pour la première partie, entre philosophie et anthropologie pour la deuxième partie avec Francis Wolff, et entre philosophie et politique. Alors, entre philosophie, si je peux détailler un tout petit peu le contenu de ces 3 parties, entre philosophie et médecine d'abord, car lorsque nous considérons la fragilité de la vie humaine, eh bien nous assumons le fait d'être exposés, comme tous les vivants, à la maladie, à la vieillesse et à la mort, à quoi répond précisément l'acte de prendre soin. Mais la maladie n'est pas seulement un fait biologique. C'est encore moins le cas des maladies psychiques, et je remarque que la plupart sont d'ailleurs inconnues des autres espèces. Ta femme est psychiatre, hein, je le dis entre parenthèses. Non, elle est psychologue. Psychologue, ah pardon. Bon, c'est pas très éloigné. Voilà. Mais c'est vrai que je me suis laissé instruire, évidemment, parce qu'elle m'a dit, elle est l'un des auteurs du livre, d'un demi-chapitre, justement, dont je dirai un mot tout à l'heure. Et il faut donc penser ensemble, dans tous les cas, ce qui permet la vie et ce qui en fait une vie humaine. Et c'est ce que font Jean-Philippe Pierron et Philippe Cabestan, pour nommer 2 des auteurs de cette première partie, l'un sur ce qu'il appelle l'épreuve de la maladie, l'autre sur, c'est son titre, la possibilité de la folie. Mais le philosophe, évidemment, ne peut pas faire seul en ces matières les questions et les réponses, d'où la place laissée ensuite aux médecins et aux psychologues, à la psychologue, en l'occurrence Marc de Kerdanet et Nicole Poré. Alors chacun tire les leçons de sa clinique et chacun conclut à sa manière, voilà l'idée importante, qu'on ne répare pas l'humain comme on répare le vivant. Alors c'est ce que montre, et c'est le titre de leur chapitre, les paradoxes de la guérison. Dans le cas du médecin, si j'ai le temps d'y revenir, je développerai un peu, mais dans le cas du médecin, c'est une jeune diabétique qui met sa vie en péril en arrêtant les injections d'insuline dont elle a besoin pour rester en vie. Dans le cas de la psychologue, c'est un enfant remis d'un cancer, mais qui va plus mal quand ça va mieux. Chacun montre bien d'ailleurs, je veux dire, le médecin comme la psychologue, le lien qui unit pour le patient lui-même fragilité et capacité. Mais tous 2 insistent surtout sur la médiation du langage et sur la présence d'autrui. Au fond, ce sont elles qui rendent possible la guérison dans tous les sens du terme. Ce qui étaye la conviction la plus constante de Ricoeur, s'il n'en était qu'une, ça serait celle-ci, que le plus court chemin entre soi et soi passe par l'autre. Alors évidemment, j'arrive à la deuxième partie du livre, il est devenu assez périlleux aujourd'hui de soutenir que la vie de la personne humaine n'était pas réductible, on va dire, à celle de l'animal ou de la plante.
On est vite soupçonné alors d'un anthropocentrisme arrogant et destructeur. Mais comment nier pourtant la spécificité humaine? Cette arrogance et cette destruction même ne sont-elles pas des traits spécifiques? Le prédateur universel, comme on appelle l'homme, n'est-il pas unique en son genre? On prend évidemment une autre direction quand on relève ce cas de spécifique, la fragilité humaine, comparée à celle du coquelicot, de l'amibe ou de l'oiseau migrateur. Mais on ne s'en heurte pas moins souvent alors au refus de reconnaître à l'homme un sens et une dignité propre. Et c'est justement ce qui motive la rencontre de la philosophie et de l'anthropologie. Alors, dans le texte de Francis Wolff, intitulé à dessein « L'homme », c'est son titre, l'homme ni Dieu ni bête, mais aussi dans ceux de Michael Fessel et Gilbert Vincent, consacrés l'un à l'enfance, l'autre à l'hospitalité. Alors, je note seulement la distinction qu'il faut faire, et ça répond à ta question, qu'est-ce qu'on entend par humain là-dedans? Bon, beaucoup de choses évidemment, mais je retiens seulement une distinction très importante, évidemment, qu'il faut faire entre un sens, je dirais, descriptif et un sens prescriptif. Alors c'est le premier qui est en jeu lorsque nous opposons humain et non humain. C'est le second, en revanche, que nous mobilisons lorsque nous nous écrions « c'est inhumain ». C'est inhumain. Les thèmes de l'enfance et de l'hospitalité, je dirais, unissent l'un et l'autre. Ils font apparaître l'humanité à la fois comme une donnée et comme une tâche. Or, j'arrive à la troisième partie, je vais prendre encore une minute. L'hospitalité, qui est donc l'un des thèmes traités dans cette deuxième partie, l'hospitalité est l'affaire des États autant que des personnes. C'est aussi, à vrai dire, le cas de la santé et de l'enfance. D'où la troisième rencontre, la troisième partie du livre, entre la philosophie et la politique. Car la vie humaine ne se peut que structurer par des institutions, que l'on peut comprendre très généralement comme des formes d'organisation collective qui varient d'une société à l'autre. Je remarque d'ailleurs qu'avant les institutions politiques, il y a les institutions symboliques, au premier rang desquelles le langage. Ricoeur dit c'est l'institution dont dépendent toutes les autres institutions. L'institution des institutions. Alors, mais bon, il faut avouer qu'il en est assez peu question dans le livre, même si le thème de l'hospitalité jette un pont entre l'ordre symbolique et l'ordre politique dans le chapitre de Gilbert Vincent comme dans celui d'Olivier Mongin, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Oui. Voilà. Aussi, la troisième partie du livre a-t-elle surtout pour objet la fragilité des institutions politiques et plus particulièrement des institutions démocratiques. Alors cette fragilité vient de ce que la démocratie est peut-être le seul système politique dans lequel tous les conflits sont ouverts. Alors évidemment, c'est ce qui la rend si précieuse à nos yeux. Aussi permet-elle idéalement l'émancipation de tous. Mais il lui faut d'abord pour ça assurer la protection de tous. L'hôpital, l'école, la justice, la sécurité sociale, entre autres, ont cette fonction. On peut les appeler les institutions de la fragilité. Institutions elles-mêmes fragiles, comme je viens de le dire. Elles sont l'honneur de la démocratie, quand celle-ci n'oublie pas de les servir et n'est pas rattrapée elle-même par la violence du monde. Alors tels sont, voilà, en gros, les thèmes développés dans la troisième partie par Olivier Mongin, Marie Garot, faut quand même que je les nomme, et Edmond Hervé, ancien ministre, ancien sénateur, ancien maire de Rennes, voilà, pendant 31 ans, qui livre son témoignage simplement. Et j'irais pour les rassembler. Et qui dit qu'il s'inspire de Ricoeur. Voilà. Il s'est inspiré dans sa politique de Ricoeur. Oui, il le dit. Alors, il a été d'ailleurs personnellement
en relation avec Ricoeur à l'époque, on ne va pas refaire l'histoire de l'affaire du sang contaminé, puisqu'il était à l'époque secrétaire d'État à la santé, c'était le secrétaire d'État de Georgina Dufoy. Bon, et Ricoeur avait justifié philosophiquement, avec une grande rigueur, la distinction que beaucoup, sans trop réfléchir, avaient reproché à Georgina Dufoy, la distinction entre responsable et coupable. Responsable n'est pas coupable. Et Ricoeur a dit, mais oui, il ne faut pas tout confondre. Alors, il y a des gens qui sont responsables et coupables, mais enfin, ce n'est pas parce qu'on est responsable qu'on est coupable. Juridiquement responsable. Voilà. Bon. Et moralement coupable. Et je crois que Edmond Hervé avait toujours avait été très gré à Ricoeur d'avoir d'être intervenu publiquement pour faire cette distinction conceptuelle. Et alors en fait, tous se souviennent, pas seulement Edmond Hervé, mais c'est les trois que j'ai nommés, Marie Garot, Edmond Hervé et puis Olivier Mongin, de ce que déclarait Ricoeur. Je crois que c'était un entretien au journal Le Monde, 95, dans ces eaux-là, à savoir, les cités humaines sont périssables. Leur survie dépend de nous. Et s'y entend de plus en plus distinctement, là je cite de mémoire, pardonnez-moi, c'est peut-être pas exactement ça, un appel du fragile, un appel du fragile qui engage la responsabilité de tous. Voilà. J'étais hier soir au lieu unique où il y avait une réflexion sur la démocratie, elle-même fragile, insistait le conférencier, et qui risque de partir en coup d'État parce que les populations n'acceptent pas de discuter et de prendre le débat comme centre de leur vie démocratique. Mais on va revenir maintenant à chacun des chapitres, chacune des analyses, au moins quelques-unes, parce qu'on n'aura pas le temps si on veut laisser la place aux questions de la salle, de tout examiner. On va en prendre une au moins dans la première partie sur la fragilité du malade. Tu soulignais la place du langage, la place du temps nécessaire au malade pour évoluer, la place de l'autre comme éléments indispensables pour faire face à la fragilité du malade. Oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais reprendre un peu les trois chapitres sur le... Mais comme je ne peux pas parler en détail des trois, je voudrais dire d'abord la cohérence qu'il y a entre ces trois chapitres qui concernent tous donc l'expérience de la maladie et le soin qui lui répond, une cohérence qui enjambe les frontières des disciplines, puisque les deux premiers textes sont écrits par des philosophes, et le dernier, comme je disais tout à l'heure, par des cliniciens, l'un médecin, l'autre psychologue. Alors tous s'accordent en effet sur la thèse que j'énonçais tout à l'heure, que la maladie n'est pas seulement un fait biologique, et donc ils font ressortir ces dimensions psychiques, sociales, existentielles, politiques aussi, puisque la maladie met en jeu les institutions de santé. Alors, du chapitre de Jean-Philippe Pierron, le premier, qui s'appelle « L'épreuve de la maladie », moi je retiens essentiellement trois choses, bon, il y en a tant d'autres, c'est un texte très riche. D'abord, cette épreuve est à la fois solitaire et solidaire, et affecte également l'individu et la cité en révélant parfois les failles et les injustices du système de santé. Ensuite, deuxième chose que je retiens de son étude, la maladie sanctionne moins une déficience qu'elle ne consacre une nouvelle manière d'être. Alors c'est la leçon de l'historien et philosophe des sciences Georges Canguilhem, qui trouve cependant sa limite, me semble-t-il, quand la maladie... Pardon. C'est pas le début d'une chanson célèbre des Kings, ce qui ne nous rajeunit pas. Bon, oui, il me semble que c'est une conception qui trouve sa limite quand la maladie affecte notre capacité même d'être, comme c'est le cas parfois de la maladie grave et de la maladie chronique. Enfin, dernière chose que je retiens de Jean-Philippe Pierron, le déplacement qu'il opère de la question « Pourquoi la maladie ?», qui pourrait bien ne jamais trouver de réponse, à la question « La maladie, je le cite, pour en faire quoi ?
et surtout qui? La maladie pour en faire quoi? Et surtout qui? Alors, la maladie mentale soulève les mêmes questions, même si elle correspond à une fragilité spécifique. C'est ce que montre Philippe Cabestan en soulignant sa dimension existentielle et en se concentrant sur sa forme la plus grave, ce que l'on appelle communément la folie, plus savamment la psychose, où l'on peut voir une altération globale de notre manière d'être au monde, aux autres et à nous-mêmes. Mais je retiens surtout son titre, La possibilité de la folie. Car nous sommes tous exposés à cette possibilité. Et pour le dire trop vite, la crise actuelle de la psychiatrie, qui est aussi celle de la prise en charge de la maladie mentale, particulièrement chez les jeunes, me font craindre que nous ne prenions pas suffisamment cette possibilité au sérieux. Mais le philosophe, évidemment, ne peut faire seul en ces matières, je disais, les questions et les réponses, d'où l'intérêt du chapitre qui réunit les deux cliniciens, médecins et psychologues. Or, voilà, je viens à ce que tu disais pour introduire cette question, Jean-Michel, ni pour l'un ni pour l'autre. Je le répète, la maladie n'est seulement un fait biologique, ça veut dire qu'elle est encore un événement biographique. Et pourquoi? Parce que l'homme n'est pas seulement un vivant, c'est un vivant parlant. Et la fonction de la parole, précisément, c'est la fonction de la parole, qui est mise en avant à la fois par le médecin et par le psychologue. La psychologue, ça me paraît aller de soi, mais aussi par le médecin. Car elle seule peut dénouer les paradoxes de la guérison. Paradoxe, car je le rappelle, c'est lorsque, dans les deux cas précédents, c'est lorsque ça va mieux que ça va plus mal. Comprenons, c'est lorsque ça va mieux sur le plan organique, que grandit une souffrance qui s'oppose à la guérison et conduit même, dans le cas présenté par le médecin, au refus de soins et à la mise en péril par la malade de sa propre vie. Alors ça nous oblige, je dis ça pour terminer, ça nous oblige à prendre soin aussi du langage et de la parole bien malmenée dans une société dominée par la technique, comme l'est plus généralement la dimension symbolique de la vie humaine. On va prendre pour le deuxième ensemble, le deuxième groupe de textes, on va prendre un seul cas, un seul des chapitres, celui du Michael Fessel, qui parle de l'enfance. Alors ça détonne un petit peu au départ, on se demande pourquoi il donne une approche qui est presque psychanalytique, de la place de l'enfance, comme non pas ce qui était avant, ce dont on doit se souvenir, mais ce qui est après, notre destination. Au fond, notre enfance, c'est ce qui nous destine à quelque chose. Est-ce que tu pourrais... C'est un chapitre assez dense. Oui. Quel rapport de cette enfance à la fragilité, et que veut dire Michael Fessel, qui est professeur de philosophie à l'école polytechnique, à partir de cette réflexion de type psychanalytique? De type psychanalytique, oui et non, disons qu'il évoque le débat que Ricoeur a eu avec la psychanalyse. Oui. Et c'est d'ailleurs le seul chapitre du livre qui soit vraiment un chapitre sur Ricoeur, ou sur la pensée de Ricoeur. Mais oui, il n'y a pas à s'étonner qu'un livre sur la fragilité humaine fasse sa place à l'enfance, parce que je pense qu'aux yeux de tous, l'enfance, c'est l'humain fragile par excellence. Par excellence aussi, celui qui appelle le soin et engage notre responsabilité. Et je pense ici au grand philosophe contemporain de la responsabilité, Hans Jonas, qui dit que le soin apporté à l'enfant nouveau-né est l'archétype, je le cite, de tout agir responsable. Voilà. Donc Ricoeur a été très sensible à cela, et donc c'est aussi ça qu'évoque Michael Fessel. Mais en parlant de l'enfance, il aborde un thème, je citais Hans Jonas, cher autant à Bernanos qu'à Ricoeur. Et alors il donne à ce thème un sens très général, puisque
c'est ce que tu disais en commençant, l'enfance n'est pas seulement pour lui, ni pour Ricoeur, ni pour Bernanos, un âge de la vie que voilà l'adulte doit dépasser, laisserait derrière soi pour n'y jamais revenir. Ce n'est pas non plus, et c'est un motif important de son explication avec la psychanalyse, ce n'est pas non plus le terme d'une tendance régressive derrière laquelle Freud découvre l'œuvre souterraine de la pulsion de mort. Non, voilà, c'est à la fois une promesse et une ressource. Alors, tu as employé ce terme tout à l'heure, une réserve d'affirmation en laquelle continue de puiser l'homme fait et qui lui permet d'aller vers l'avenir avec confiance. On pourrait dire plus simplement une réserve de confiance. D'où le paradoxe, encore un paradoxe, que tu rappelais en commençant, le paradoxe du titre de Michael Fussell, « L'enfance devant soi », qui sonne un petit peu comme le titre du roman de Romain Gary, qu'on peut entendre de la même façon, « La vie devant soi ». Il reprend ce qu'écrit Ricoeur, en fait, dans son livre sur Freud, et que je comprends moi-même comme la définition même de l'espérance, qui est un mot qui revient souvent dans les textes de l'étage du dessus, apercevoir devant soi son enfance et derrière soi sa mort. Alors j'ai parlé de l'explication de Ricoeur avec la psychanalyse, je ne sais pas si j'en dis un mot ou pas. Je peux... pour éclairer le texte de Fussell, oui. Bon. Alors c'est l'objet d'un gros livre de plus de 600 pages, donc voilà, qu'est-ce qui va en rester? Je propose, voilà, pour en dire quand même deux mots, d'opposer en simplifiant deux conceptions de la vie psychique, l'une tournée vers le passé, l'autre vers l'avenir. Alors il est vrai que la théorie psychanalytique, je dis bien la théorie psychanalytique, souligne surtout la tendance régressive du psychisme, qui oblige à regarder vers un passé refoulé qui détermine notre présent. Mais la pratique psychanalytique montre le contraire. Elle permet la réappropriation du passé, c'est son but, la réappropriation du passé en vue d'un avenir qu'elle a précisément pour fonction d'ouvrir à nouveau. Je dirais c'est la conversion d'un destin en liberté. C'est ça, la cure psychanalytique, bien comprise. Aussi, Freud n'est-il pas seulement le théoricien du refoulement, auquel il est conduit en suivant ce qu'il appelle la voie royale du rêve, il est aussi le théoricien de la sublimation, élaboré sur le modèle de la création artistique, et la cure elle-même peut être comprise en ce sens comme une sorte de création, une création à deux, partagée entre l'analyste et le patient, que les lacaniens appellent analysant parce qu'il participe à la chose, n'est-ce pas? Bon, il est autant agent que patient, en l'occurrence. Et alors c'est ce que voit très bien Ricoeur, d'où alors son effort pour articuler ces deux théories. Et pour tirer la psychanalyse plutôt du côté de la création que du côté du refoulement. Voilà, du déterminisme. Voilà pour... Le détour de Ricoeur. Je ne veux pas être... Comment? Voilà pour le détour de Ricoeur. Oui. Très bien. Et donc Michael Fussell présente l'enfance comme devant soi, en quel sens? Comme ayant à être inventée à partir de ce que l'on a été? Toujours, parce que le passé... À réinterpréter? Le passé ne pèse pas sur notre vie comme un poids mort, il n'est pas non plus ce qui serait révolu, avec quoi nous n'aurions plus aucun rapport. Non, il se donne comme toujours encore à, alors c'est le terme de Michael Fussell, mais il le reprend à Ricoeur, interpréter. Et faudrait-il peut-être ajouter à revivifier. Voilà. Et c'est un thème constant chez Ricoeur qui ne concerne pas seulement ce point, mais aussi sa théorie de la culture, c'est celui des promesses inaccomplies du passé. Et la charge des utopies, leur fonction, c'est justement de s'emparer des promesses inaccomplies du passé. On peut penser aux promesses qui étaient celles du socialisme utopique, par exemple, n'est-ce pas? Aux promesses même du marxisme, n'est-ce pas? Bon, et à bien d'autres.
c'est comme si ces flèches de sens avaient été tirées en vain aux hommes d'aujourd'hui de s'emparer de ces propositions, au fond, de ces promesses, et d'en faire quelque chose. Et de façon plus générale, ça donne la leçon de ce qu'est la fragilité comme base à toujours réinterpréter. Si nous étions déterminés complètement, nous ne pourrions rien inventer. Le fait que nous soyons fragiles nous ouvre à des réinterprétations constantes de ce qui est des manques que nous avons vécus, des épreuves qui ont été les nôtres et qui sont auxquelles il faut donner sens. Est-ce que oui, c'est tout à fait. Je suis dans le sens de Fessel et de Ricoeur. Et de Ricoeur. J'ajouterais, tout à l'heure, je parlais de l'homme augmenté. Qu'est-ce que c'est que l'homme augmenté, finalement? Ça serait un homme qui serait capable sans être fragile, n'est-ce pas? C'est-à-dire que d'un côté, on aurait l'augmentation illimitée des capacités humaines, de l'autre, eh bien, l'annulation de ce qui constitue la fragilité humaine. Mais j'ajoute, pour te répondre, que ces capacités, n'est-ce pas, indéfiniment augmentées dans la perspective transhumaniste, pour ne pas la nommer, eh bien, en excluent d'autres, qui supposent, elles, la fragilité, et lui répondent la capacité d'aimer, d'aider, de prendre soin, d'accueillir le visage étranger. Il est clair que toutes ces capacités, n'est-ce pas, n'ont pas droit de cité dans la perspective transhumaniste. Donc la fragilité, en effet, mobilise certaines facultés et certaines vertus. Il est question, dans l'exposition fragile, de solidarité, il est question de responsabilité, il est question d'entraide, il est question de toute chose qui n'existerait pas si nous étions sur Rome. Voilà. Et nous devenions effectivement cet homme augmenté. Et j'ajoute que la science-fiction nous a, qui est de moins en moins une fiction d'ailleurs, abreuvé, n'est-ce pas, elle nous a rendu presque familiers ces organismes truffés de puces électroniques connectés aux cellules vivantes et aptes ainsi à se régénérer et à se perfectionner sans fin. Et donc voilà une image de l'homme qui associe le vivant et la machine, mais où l'homme lui-même n'est plus. Et donc ça c'est la conséquence ultime, n'est-ce pas, de cette façon de dissocier les capacités de la fragilité qui les fondent, dans lesquelles elles s'enracinent et qui en fait justement des capacités humaines. On va passer au dernier chapitre sur la fragilité des institutions. Il y a deux chapitres. Il y a deux chapitres, celui de Vincent et celui de Mongin, sur l'étranger. L'étranger, c'est celui qui fragilise l'institution, qui la rend incertaine. On aimerait mieux qu'on soit plus solide, parce que sans étranger. Mais l'étranger est aussi le risque vécu par une société qui lui permet d'essayer de constamment se redéfinir dans ses fonctions, dans son statut. Et s'il n'y avait pas d'étranger, nous n'aurions jamais à nous redéfinir comme corps social et nous serions infiniment plus pauvres. Est-ce que c'est un peu le sens c'est le sens que j'ai vu dans ces deux chapitres? Oui, certainement, tu as tout dit. Mais non, c'est vraiment le sens du propos des deux auteurs concernés, c'est-à-dire Gilbert Vincent et Olivier Mongin. Tous les deux parlent en effet de l'épreuve de l'étranger, c'est une expression qui se trouve chez Ricoeur, l'épreuve de l'étranger. Au fond, ces deux chapitres concernent la fragilité des institutions humaines, mais je dirais l'un concerne plutôt les institutions symboliques, c'est le chapitre de Gilbert Vincent sur l'hospitalité, l'autre plutôt les institutions politiques, bien que, et particulièrement démocratiques, ça c'est plutôt Olivier Mongin, bien que cette ligne de partage entre institutions symboliques et institutions politiques ne soit pas si nette, les institutions symboliques trouvant un prolongement dans les institutions politiques et les institutions politiques réciproquement s'enracinant
dans les institutions Juste symboliques. un point pour éclaircir, institution symbolique, c'est le langage, c'est les symboles utilisés par les tableaux, l'art, la culture, etc. C'est ça. D'accord. Quand on dit de l'homme qu'il est un animal symbolique, alors c'est pas seulement qu'il est un animal de langage, bien que le langage soit la première, chez un philosophe comme Ernst Cassirer par exemple, la première des formations symboliques. Mais évidemment, ce n'est pas la seule. Donc c'est tout ce qui... alors j'y reviendrai parce que c'est le sens étymologique du mot symbole qui est important dans l'affaire. Le mot symbole a tellement de sens différents, pour ne pas évoquer par exemple les symboles mathématiques. C'est pour ça que je faisais préciser. Effectivement, c'est les institutions symboliques. Voilà. Alors, c'est ce que montre justement Gilbert Vincent, je disais, institutions politiques, institutions symboliques, bon, il ne faut pas les séparer. Hein, et c'est ce que montre Gilbert Vincent dans sa réflexion sur l'hospitalité. La première des institutions symbolique, comme l'atteste l'étymologie même du mot symbole, sur laquelle je reviendrai, mais aussi la plus décisive des institutions politiques, comme le montrent aujourd'hui toutes ces discussions que tu évoquais à demi-mot et sur lesquelles malheureusement je n'aurai pas le temps de revenir, autour de l'identité nationale et du droit d'asile, qu'incarnent les figures de l'immigré et du réfugié, réunis par, dans ce que Olivier Mongin appelle donc, après Ricoeur, l'épreuve de l'étranger. Alors, cette épreuve, quand même, parce que l'expression est ambiguë, a d'abord le sens d'une mise à l'épreuve. C'est ce que tu disais à l'instant, mise à l'épreuve des institutions politiques et particulièrement des institutions démocratiques, car celles-ci reposent sur quoi, dernier ressort, les institutions démocratiques? Sur la reconnaissance de l'autre comme un semblable. En l'occurrence, comme un digne partenaire de la discussion qui préside en démocratie à la rédaction des lois et ne fait exception de personne. Il en résulte que lorsqu'une démocratie durcit le droit d'asile ou refuse à certains ce droit, elle entre en contradiction avec elle-même. Elle entre en contradiction avec les principes mêmes qui la fondent. Alors c'est le lieu de rappeler, pour finir, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, l'étymologie du mot symbole. Elle explique le titre du texte de Gilbert Vincent, qui est aussi, je vous le signale, le titre d'un livre merveilleux qu'il a écrit sur ce thème. Hospitalité, : la naissance symbolique de l'humain. Le symbolon, pour les anciens Grecs, c'était un objet brisé dont deux personnes gardaient chacune une moitié et qui leur servait ensuite à se rappeler mutuellement leur devoir d'hospitalité. Ainsi, le symbole rappelle et relie. Il raconte à chacun une histoire qui a commencé avant lui, qui continuera après lui, et dans laquelle il est invité à trouver sa place. Alors, j'ai envie de demander, mais que reste-t-il pour nous de cette histoire? La communication symbolique n'est pas la communication en temps réel, c'est-à-dire à durée nulle. Derrière la crise de la démocratie, il y a une crise de la symbolisation, qui est elle-même une crise anthropologique, puisqu'elle nous empêche de reconnaître ce qui constitue notre humanité. Je pourrais continuer, mais peut-être que on va mieux de s'arrêter là. Oui, peut-être on va. Merci infiniment de la clarté de ton intervention sur des questions qui ne sont pas très simples. À vous la parole. Vous devez exister. Je n'arrive pas à vous voir beaucoup parce que nous sommes là éclairés, éblouis par les phares. Éblouissez-nous par vos paroles, par vos questions. Soit des questions d'éclaircissement, soit des demandes d'approfondissement, soit des objections, parce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que Jérôme a dit. À vous la parole. Monsieur. Alors, excusez-moi, je n'ai pas lu le livre. Ah ben justement, avez-vous. Il sera dédicacé à la sortie. Je suis passé avant-hier et j'ai vu qu'il y avait un débat, qui m'intéresse. Et dans la fragilité, vous parlez de la sensibilité. Pardon ? La sensibilité dans la fragilité. Il y a sensibilité et fragilité. Oui, alors, bon, moi je parle au nom
10 auteurs, donc 11 avec Ricoeur, bon, c'est compliqué. Mais quand Ricoeur introduit ce terme, en 1960, dans un livre qui s'appelle « L'homme faillible », il parle au premier chef de la fragilité affective. Il parle au premier chef de la fragilité affective, et nous distinguons ordinairement entre la sensibilité affective et la sensibilité d'ordre sensoriel. Voilà. Donc oui, pour vous répondre, la sensibilité est en jeu ici. Mais si je me permets, dans la continuité de votre question, et dans celle des analyses de Francis Wolff, entre autres, parce que c'est un élément important du débat qui oppose aujourd'hui spécistes, antispécistes, enfin ceux qui défendent l'idée qu'il y a une spécificité humaine et ceux qui ont tendance à nier cette spécificité en la confondant souvent avec une supériorité qui n'est pas celle qu'affirme par exemple Francis Wolff ou tous ceux qui disent qu'il y a une spécificité de l'homme. Il faut rappeler que dans les plus anciens mythes, l'homme est un être plus imparfait que les autres animaux. N'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il lui appartient de se perfectionner sans fin. Ça court du mythe de Prométhée à Rousseau et à d'autres auteurs. Mais voilà, parmi ceux qui ont tendance à dire que l'homme est une bête, pour reprendre le titre de Francis Wolff, Dieu dit bête, il y a un argument qui revient sans cesse et qui est que, au fond, il y a d'autres animaux sensibles. Et la sensibilité serait, au fond, un trait commun à l'homme, et sinon à tous les autres vivants, du moins à un certain nombre d'animaux. Dans un système. Comment ? Dans différents systèmes. Voilà. Nous sommes dans un système humain et les systèmes insectes, où après on peut. Mais justement, c'est bien de dire les choses comme ça. C'est bien différent. Pardon. Dans le monde, en fait. Oui, mais justement, la sensibilité humaine présente des traits spécifiques. Prenez la souffrance, n'est-ce pas ? Quand l'homme souffre, il crie à l'injustice, il en appelle à Dieu, il bâtit des cathédrales. Donc, c'est en ce sens qu'on peut dire, tout en reconnaissant l'existence d'une douleur animale, qu'on peut dire sans faire scandale, enfin je l'espère, que la souffrance humaine n'est pas la même chose que la douleur de l'animal. Je prends un autre exemple avec les émotions, parce que c'est un terme qui revient partout maintenant, sans être vraiment défini. Il faudrait demander, avant de dire que d'autres animaux ont des émotions, de peur, de crainte, etc. De quoi sont faites nos émotions ? De quoi sont faites nos peurs ? De quoi sont faites nos colères, nos hontes, nos tristesses et nos joies ? Vous voyez, je crois que le seul fait de la question, de poser la question, montre que la sensibilité elle-même présente des formes différentes, selon qu'on applique le mot à l'homme ou à d'autres espèces animales. Madame. Je vous remercie beaucoup, c'est très riche votre exposé, il y a tellement de questions. J'ai beaucoup aimé cette idée de l'enfance qui fait apparaître l'humain et ce ressort, je dirais, ce que vous avez appelé archétype, en fait, cet appel du soin pour, si j'ai bien compris, agir en responsabilité et peut-être se sentir concerné, qui pourrait être comme une modélisation de... Mais bon, ma question c'est, on est dans un monde de plus en plus violent, dans une indifférence, je dirais, totale, à ce qui est quelque chose où on ne va plus chercher ou entendre, percevoir cette part d'humain, cette part de fragilité constitutive de l'humain, qu'on ne sait plus le reconnaître en soi, ni en l'autre, en fait. Voilà, c'est ça un peu ma question. C'est une réflexion autant qu'une question. Reconnaître la fragilité en soi et en l'autre, de plus en plus difficile dans notre monde de brutes. C'est ça ? Mais c'est pourquoi j'évoquais le mot de Nietzsche, alors qui, encore une fois, peut être pris en bien des sens, et pas forcément dans un sens obvi, enfin, ou apparemment évident. Mais soyez dur, parce que
c'est vrai que nous vivons dans un monde dans lequel il est difficile de ne pas s'endurcir. Voilà. Et dans les situations de concurrence, pour ne pas dire les situations de conflits armés, enfin, qui se multiplient, et dans lesquelles nous sommes invités à prendre part, enfin, presque gaiement. Enfin, bon. Et comment ne pas s'endurcir? Voilà. Comment rester, comme disait Lévinas, non indifférent à la différence d'autrui? Parce qu'il pensait plutôt, lui, à la fragilité d'autrui, mais il reliait bien sûr la fragilité d'autrui à notre propre fragilité. Comment la reconnaître en l'autre si on la refoule en soi-même? Mais il y a justement, pour revenir au thème de l'enfance, des enfances qui condamnent certains enfants à s'endurcir, ou qui du moins les privent, devenus adultes, de ce qui est pour d'autres une ressource, ce que j'appelais tout à l'heure une réserve d'affirmation ou une réserve de confiance. Si vous vous rappelez l'enfance de l'étranger de Camus, ou ce que nous en apprenons en lisant entre les lignes, bon, c'est un enfant qui n'a pas été aimé, c'est l'un de ces enfants qu'on pourrait appeler, c'est l'expression est chez Camus, c'est même le titre de l'un de ses livres, un enfant humilié. Comment se relever de cette humiliation? Moi, j'ai écrit ce livre sur la mélancolie, qui s'appelle L'espérance mélancolique, en posant une question qui n'est pas qu'est-ce qui fait que certains mélancoliques se tuent. La mélancolie étant la forme achevée du désespoir, ça n'est pas très étonnant, mais qu'est-ce qui explique que tous ne se tuent pas? Et donc c'est ce qui explique déjà en partie ce titre, n'est-ce pas? L'espérance mélancolique. Lorsque s'est effondré le projet, notre capacité d'être ouvert à l'avenir, de précéder en quelque sorte l'avenir, d'être en avant de nous-mêmes, comme dit un philosophe comme Heidegger, eh bien ce qui reste, c'est une attente indéterminée, n'est-ce pas, que j'appelle l'attente de l'autre, en un sens lui-même indéterminé, n'est-ce pas, mais qui fait, voilà, que on envisage que quelque chose reste possible, sans que nous sachions très bien comment cette possibilité pourrait devenir réalité. Or, cette espérance reste une forme vide si elle ne peut pas, si elle ne s'enracine pas dans l'enfance, si elle ne trouve pas dans l'enfance, en quelque sorte, de quoi la remplir, de quoi la soutenir. Et justement, pour ces enfants humiliés, dont parle Bernanos, mais vous pouvez lire aussi le récit de Nathalie Sarraute, enfance, elle a été humiliée par sa mère, c'est-à-dire abandonnée, en quelque sorte. Et c'est son père qui lui a rendu, je dirais, la force de vivre. Mais pour tous ces enfants humiliés, voilà, l'enfance n'est plus une ressource. Elle n'a jamais été une promesse, elle n'a jamais été une ressource. Et qu'est-ce qui reste à faire? Je dirais que ça, c'est aussi un obstacle pour les thérapeutes, n'est-ce pas? Pas seulement dans ceux de l'école psychanalytique. Je ne vois pas qu'un thérapeute puisse faire l'économie de l'histoire du sujet, n'est-ce pas? Mais si dans cette histoire, il n'y a rien sur quoi s'appuyer, aussi profondément que l'on creuse, qu'est-ce qui reste à faire? Comment éviter une répétition qui est répétition de l'identique et qui voilà, conduit à se durcir toujours davantage pour survivre, parce que dans ce cas-là, la vie se réduit à la survie. Oui. Oui. Est-ce que vous faites un lien entre la fragilité et la création artistique? Ou est-ce qu'il y a un lien spécifique, voire naturel, entre la fragilité et la création artistique? On dit souvent que les artistes sont des gens fragiles ou expriment à travers leur art une facette de leur fragilité. Est-ce que le lien est systématique, naturel? Je ne sais pas si le lien est systématique, mais il existe. Vous parliez de la sensibilité. Il y a une sensibilité artistique
sans laquelle il me semble que l'art n'est pas possible, ou alors sous la forme du cynisme qui amène certains à dire l'art est mort, ou qui, bon, enfin, mais l'art ne reste possible qu'au prix de qu'à la mesure de cette sensibilité et donc aussi de cette fragilité, puisque c'est un être sensible ne le serait pas, ou pas de la même façon, s'il n'était un être fragile. Alors que cette fragilité soit comment le dire, un motif ou un mobile pour la création artistique, sans doute. Maintenant, elle demande à être assumée comme telle. Je pense à Schumann, qui par exemple, un grand mélancolique, qui, dans les 3 dernières années de sa vie, alors que se déclenche la crise mélancolique, vous savez, il y a des gens qui ont une structure psychopathologique qui relève de la mélancolie, mais qui vivent avec ça, quoi. Mais dans les crises, rien n'est plus possible. Eh bien, il n'écrit plus une note, n'est-ce pas? On trouve des remarques semblables dans le journal de Kafka. Ces moments où il dit incapable de tout, sauf de souffrir. Mais j'ai peut-être tort de confondre ici la fragilité et la souffrance. Mais quand la fragilité n'est pas cause de souffrance, oui, sans doute elle peut être créatrice. D'ailleurs, je visitais l'exposition Fragile tout à l'heure et je tombais en arrêt devant certains exemplaires de certaines productions de l'art japonais du kintsugi, n'est-ce pas, qui consiste à réparer des objets brisés avec du fil d'or, n'est-ce pas? Bon. Et donc il y a une reconnaissance de la fragilité, et je ne dirais pas son dépassement d'ailleurs, parce que cet art n'est possible qu'une fois reconnu le fait qu'il y a de l'irréparable. Il y a de l'irréparable. Mais alors la question devient, mais comment faire avec cet irréparable? C'est-à-dire sans imaginer qu'un retour à l'identique serait possible, n'est-ce pas? Non, là, toutes les traces de la brisure sont là, mais l'objet est recomposé et d'une certaine manière, il devient un autre avec ses fils d'or. C'est ce que je serais tenté d'appeler une réparation créatrice. Oui. Bon. Voilà un exemple d'une fragilité qui s'avoue et en même temps, je dirais, trouve sa propre solution dans une œuvre créatrice. Alors, je vous signale en passant un très beau livre de Jeanne Benhammer qui s'appelle La patience des traces. La patience des traces, et où elle relie l'art du kintsugi, tel que je viens très grossièrement, je ne suis pas du tout spécialiste de le décrire, et le travail du psychanalyste, qui recoue lui aussi, vous voyez, une personne, à partir de ses blessures, lui demande d'abord une chose, c'est de renoncer à être absolument la même, en excluant tout retour à l'identique. Et je dirais que cette distinction entre une réparation qui serait un retour à l'identique et une réparation qui serait créatrice, n'est-ce pas, est très importante dans les cours de justice pour répondre à ceux qui demandent à redevenir ce qu'ils étaient avant la blessure, avant le meurtre, avant le vol, avant le viol, etc. N'est-ce pas? Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Et la fonction de la justice réparatrice à ce moment-là est de faire évoluer aussi le plaignant. Exactement. Mais justement, l'un des méfaits de la victimisation, comme on l'appelle, qui accompagne la déculpabilisation de l'homme occidental, eh bien, c'est... j'ai oublié ta remarque, excuse-moi, en cours de route. Non, c'est que la justice réparatrice fait évoluer aussi la victime et lui permet de ne pas chercher à revenir à l'identique, ce qu'elle était avant, au départ. Mais tu l'as très bien dit. Non. Mais je suis... je n'ajoute rien. La question, je rebondirai sur cette question en soulignant que le surhomme non plus n'a rien à inventer. Il ne peut pas être artiste, le surhomme. Il est dans son bloc de certitude, et seul celui qui reconnaît sa fragilité peut avoir à essayer de donner sens
à cette fragilité, et donc inventer par la littérature, par la poésie, par l'art et la peinture, quelque chose qui donne sens à cette fragilité. Tout à fait, c'était exactement ainsi que Jeanne Benhammer, que je citais à l'instant, que je nommais à l'instant, conçoit son propre travail littéraire. Indépendamment du rapprochement qu'elle fait dans ce livre particulier, La patience des traces, entre l'art japonais du kintsugi et le travail du psychanalyste, sa propre entreprise littéraire se conçoit elle-même exactement dans les termes que tu viens de dire. Dans Surhomme, vous ne voyez pas la sensibilité extrême? Ah, il faudrait s'engager. Oui. Le créateur est sensible. Parfait, quoi, en fait. Un créateur est sensible. Et est-ce que le surhomme n'est pas insensible, est un créateur? Alors, si vous évoquez la théorie nietzschéenne du surhomme, voilà, ça demanderait une très très longue une très longue discussion, parce qu'on peut ne pas être d'accord sur le sens à donner à ce terme, n'est-ce pas? Bon, pour Nietzsche, le surhomme, c'est d'abord un possible de l'homme dont il lui appartient de s'emparer, n'est-ce pas, pour échapper alors au ressentiment, à l'ensemble des forces que Gilles Deleuze, l'un de ses commentateurs, appelle les forces réactives. Dans le mot ressentiment, comme dans le mot repentir, on trouve voilà, autant d'expressions de ces forces réactives. Mais je dirais qu'il y a de Nietzsche, peut-être deux conceptions du rapport de Nietzsche à la création artistique. Bon, il y en a peut-être 3 ou 4 ou 18 des Nietzsche, mais je pense aux ouvrages qu'il a écrits avant d'élaborer la théorie du surhomme, qui est au fond contemporaine de sa théorie de la volonté de puissance, qui est peut-être en germe dans les œuvres antérieures, mais qui apparaît tardivement, n'est-ce pas, dans des textes de manière explicite. Je pense à son livre sur l'origine de la tragédie, où il parle d'un tragique créateur, et où il loue le peuple grec en ces termes, comme les Grecs ont dû souffrir. Et on entend, et il le dit d'ailleurs après, comme ils ont su souffrir. Et donc c'est très intéressant parce que dès que la souffrance est nommée, elle est mise à distance et sa charge négative affectée d'un signe positif. C'est donc très vite l'idée d'un tragique créateur. Mais enfin, le tragique reste comme une sorte d'arrière-plan indépassable, n'est-ce pas? Et ça veut dire que la douleur subsiste, même si celui qui l'éprouve s'efforce d'inverser sa signification, n'est-ce pas, et de l'affecter d'un signe positif. Cette inversion, je dirais qu'elle est achevée avec la théorie du surhomme. Mais alors, quand on aborde la théorie du surhomme telle qu'elle est développée de manière explicite dans les textes, disons, du deuxième Nietzsche, pour simplifier, supposons qu'il n'y ait qu'un premier et un deuxième Nietzsche, les choses se compliquent parce que le surhomme, il est capable d'amitié avec tous ceux qui ont fait le même effort de création de soi par soi. Mais bien sûr, ce qui subsiste, et c'est là que Jean-Michel résisterait, et moi aussi, c'est cette idée que l'homme puisse être son propre créateur. C'est cette idée de création de soi par soi, qui semble quand même laisser peu de place à la fragilité, comme en témoigne alors, mais encore une fois, il faudrait encore l'interpréter de bien des manières, le mot que je citais, « soyez dur », n'est-ce pas? Bon, qui est destiné bien sûr à la pitié et l'accompagnon à la manière chrétienne et peut-être d'ailleurs aussi à la manière bouddhiste pour la compassion. Mesdames, vous êtes majoritaires dans la salle et minoritaires dans les interventions. Je me posais la question de relier la fragilité et la pauvreté. Vous n'avez jamais prononcé le mot de pauvreté, en fait. Oui. Mais les deuxièmes rencontres Paul Ricoeur, puisque ce livre est tiré des premières rencontres Paul Ricoeur, qu'on rempliront, qu'on élimineront, je ne sais pas complètement, mais enfin répondront à votre objection, puisque les deuxièmes rencontres Paul Ricoeur qui ont eu lieu en novembre dernier étaient consacrées à l'expérience de l'injustice. Et la première des formes de l'injustice, qui est
concerné dans ces rencontres, c'est la pauvreté. Vivre pauvre, apprendre pauvre aussi. Voilà les questions qui sont posées. Alors, est-ce que la pauvreté est une fragilité spécifique? Est-ce que c'est une fragilité au sens anthropologique? Non, c'est une fragilité liée à certaines situations vécues. Mais ici, je serais tenté de revenir à la figure du réfugié, alors parce qu'il a tout perdu, non seulement ses biens, ce qui est dans le sens que nous donnons généralement au mot pauvreté, mais aussi ses droits. Et il se trouve réduit en quelque sorte à sa vie nue. Et c'est cela qui nous oblige, au fond, si nous voulons nous constituer responsables de sa propre fragilité. Mais non, effectivement, dans ce livre, il n'est pas question de la pauvreté. Ça sera le cas dans un livre à paraître dans 1 an à peu près, sur l'expérience de l'injustice. Voilà. Comment vous le liriez vous-même, madame? Comment vous le reliriez? Comment liriez-vous? On est tous fragiles, ou on est tous pauvres de quelque chose, peut-être. Alors, cela me fait penser à un chapitre dont on a peu parlé, qui est le chapitre de Marie Garot, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Politique de la vulnérabilité » au pluriel, et qui accorde une grande place aux théories du care, aux théories du soin. Bon, je dis du care parce qu'elle cite surtout les auteurs anglo-saxons, et elle distingue entre ce qu'elle appelle une vulnérabilité fondamentale, qui est au fond une condition existentielle partagée par tous les humains, et une vulnérabilité et des vulnérabilités particulières qui sont liées aux situations vécues par les uns et par les autres. Et la pauvreté, vous voyez, appartiendrait à ces vulnérabilités particulières, au même titre que, mais ça ce sont les exemples qu'elle privilégie, au même titre que la maladie, que le vieillissement, que des situations comme celle-ci. Qui aggrave la fragilité. Qui, oui, sans doute, voilà, aggrave cette vulnérabilité fondamentale ou la rendent plus sensible, finalement. Et ce sont ces vulnérabilités particulières, parce que liées à des situations vécues par certains, comme elles ne le seront jamais par d'autres, qui sont créatrices d'injustice. Et vous voyez, c'est l'un des liens possibles entre le thème des premières et le thème des deuxième rencontre Paul Ricoeur consacrée, je vous le disais, à l'expérience de l'injustice. Peut-être que d'une certaine façon, nous avons cherché à combler cette lacune, vous voyez, des premières rencontres. Certainement, oui, je le dis sérieusement. Madame ? Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce système politique de la démocratie où les conflits sont ouverts et donc assumés, je dirais. Oui. En dire beaucoup plus, je ne sais pas, mais je dirais que la notion de conflit ne doit pas être confondue avec celle de violence. Voilà. Et le propre de la démocratie, au fond, c'est d'organiser les conflits de telle sorte qu'ils ne dégénèrent pas en violence. Donc, d'une certaine façon, c'est l'acceptation des conflits. Mais quand on accepte les conflits au sens démocratique, on accepte aussi la possibilité de trouver des compromis. N'est-ce pas ? Donc, c'est ça. Donc, et alors, il y a plus généralement l'idée que ce qui constitue la démocratie, c'est la discussion publique. C'est le dialogue auquel tous, peut-être pas réellement, mais tous en principe, ont un droit égal à participer. Soit directement, soit par la voix de leurs représentants, ou que sais-je encore. Et alors, d'une certaine façon, pour Ricoeur, le conflit est indépassable, je disais, c'est pour ça que j'ai commencé par les conflits intérieurs, n'est-ce pas, de nous à nous-mêmes. Le conflit est constitutif de la condition humaine. D'où ce thème de la disproportion dont il parle, n'est-ce pas, et qu'il emprunte en partie à Pascal. Mais bien sûr, ces conflits intérieurs ne sont pas sans effet sur les conflits extérieurs, si l'on appelle ainsi ceux qui nous opposent à nos semblables, n'est-ce pas ?
peut-être d'ailleurs ne peuvent-ils être réglés qu'ensemble, mais ne le seront jamais complètement. Il n'est pas souhaitable qu'ils le soient. D'où cette notion de conflictualité productive, vous voyez, qui est celle qu'il met en avant et qui trouve un écho, je ne sais pas, pour ne citer qu'un nom de grand philosophe contemporain, chez Jürgen Habermas, le philosophe allemand, quand il défend l'idée d'une démocratie délibérative, vous voyez, eh bien, c'est exactement cette idée d'une conflictualité productive qu'il met en avant, avec un but, une fin, l'émancipation. Car l'émancipation passe par la critique, mais par la critique mutuelle, n'est-ce pas ? Au fond, dans les conflits qui nous opposent à l'intérieur d'un dialogue, nous nous critiquons mutuellement et nous nous reconnaissons par avance prêts à adopter les raisons de l'adversaire. L'adversaire qui n'est donc pas l'ennemi, n'est-ce pas ? Mais bon, je n'en dis pas plus sur la démocratie délibérative, avec laquelle Ricoeur s'accordait assez bien, à la réserve près qu'il reprochait à Habermas une conception un peu trop formelle, dans le sens où il ne faisait pas sa place à la tradition. Il faudrait dire aux traditions, n'est-ce pas ? C'est-à-dire au fond symbolique dans lequel s'enracinent toutes les institutions politiques, que nous le sachions ou non, et qu'il nous appartient de revivifier occasionnellement pour comprendre qui nous sommes et ce que nous avons à faire. Et notamment sur le droit d'asile, je parlais de l'hospitalité, c'est la première des institutions symboliques, n'est-ce pas ? Bon. Et question en fait du langage, mais qui est une forme symbolique universelle, c'est un petit peu différent. Voilà, si je... J'ai une dernière question, peut-être, enfin pour le moment, ce qui vous permettra peut-être d'en trouver une vraie dernière. Dans l'actif de Garot, il y a une distinction entre fragile et vulnérable. Et elle préfère le mot de vulnérable parce que la vulnérabilité inclut l'autre, la présence de l'autre qui me blesse. Alors que la fragilité, je peux être fragile tout seul. Un ver, il est fragile tout seul, il n'a pas besoin d'être l'autre pour être fragile. Tandis qu'un être vulnérable n'est vulnérable que parce qu'il y a des autres qui le blessent. Je me demande si j'étais un peu convaincu par ce privilège donné à des mots qu'on estime souvent synonymes, mais est-ce que la fragilité inclut aussi la relation comme la vulnérabilité ? Moi, je le crois, surtout si l'on pense à la fragilité affective, puisque aucune de nos émotions, aucune de nos passions, aucun de nos sentiments n'est entièrement étranger aux autres, n'est-ce pas ? Bon. On ne s'émeut pas, on ne se passionne pas, on n'éprouve pas tout seul. Enfin bon. Donc, alors, c'est une distinction à laquelle qui ne me convainc pas entièrement. Je remarque que dans les textes qui accompagnent les œuvres présentées dans l'exposition Fragile, les deux mots, fragile, vulnérable, sont pris de manière interchangeable. L'usage courant de la langue ne nous impose pas du tout de faire cette distinction. Voilà. J'ajoute que si j'ai souligné le mot fragilité, c'est d'abord parce qu'il est chez Ricoeur et que c'était bien rencontre Ricoeur, bien sûr, c'est la première raison, mais bon, le mot vulnérabilité est apparu il y a une trentaine d'années dans le champ de la santé et celui des sciences sociales. Il s'est assez vite imposé, n'est-ce pas, quand il s'agit de désigner, par exemple, les personnes vulnérables, etc. Bon, mais très vite, enfin, il s'est trouvé dévoyé. On a parlé de la vulnérabilité des entreprises, de la vulnérabilité des systèmes financiers, de la vulnérabilité, enfin, c'est moins vrai malheureusement depuis quelques mois, de l'armée de Poutine. Et du coup, il me semble que le mot fragilité étant un peu moins dévoyé. Oui, tu vois que cela étant,
Donc sur la dimension relationnelle de la vulnérabilité qui ne serait pas celle de la fragilité, je ne suis pas du tout convaincu, mais je dirais que les mots ont aussi le sens qu'on leur donne. On peut s'écarter un peu de l'usage ou clarifier l'usage ou en tout cas en faire un usage singulier. C'est ce que fait Rousseau après tout lorsqu'il distingue entre la contrainte et l'obligation. Il décide que les mots n'ont pas le même sens, que la contrainte est extérieure et s'impose du dehors à la volonté, que l'obligation est intérieure et qu'elle est elle-même un acte de volonté. Ça lui permet de définir l'autonomie comme obéissance à la loi qu'on s'est donnée, et voilà, de dire que quand les lois sont justes, elles obligent sans contraindre, de sorte qu'en leur obéissant, on est aussi libre, même plus libre qu'auparavant. Voilà. Donc, alors, elle décide de faire cette distinction. En fait, elle ne l'aborde pas plus avant. Elle dit, voilà pourquoi je parle, moi, de vulnérabilité. Voilà, c'est son droit, c'est son choix et c'est son droit. Et c'est ce qui lui permet de penser. Et tant mieux, parce que c'est un article très, très intéressant. On le remercie infiniment de la clarté et de la profondeur de son intervention. Merci. Merci à vous. Merci.